Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce deuxième test. J'espère que les deux premières parties vous ont plu sur YouTube. J'ai eu quelques retours très intéressants et nous allons donc partir sur ce deuxième test en espérant que ce soit un petit peu plus constructif que les deux premiers épisodes qui manquaient de réglages, les amis. Et en parlant de réglages, je vais aborder quelques petits points sur lesquels je me suis penché pour améliorer l'ensemble du système. Alors, je suis allé rectifier déjà les points de vie ici qui sont à déterminer pour l'ensorceleuse et le voleur qui auront d'ores et déjà plus 9 et plus 10 à concurrence de ce qui était lors de la première partie. Ça leur donnera un petit peu plus de souffle, je pense. J'ai rectifié effectivement également les compétences de foi de chaque héros pour permettre quand même de les stresser un petit peu moins face à une créature de mort-vivant. Sachez que cette règle de l'épouvante reste en place et que à chaque fois qu'un héros, hormis le clerc et le répurgateur qui sont immunisés, grâce à leurs compétences de niveau 0, chaque héros devra faire un test d'épouvante, un test de foi, pour savoir s'ils sont épouvantés devant un monstre de type mort-vivant. Dans ce cas-là, ils devront reculer de quelques cases. Alors ça, je ne sais pas encore, je vais le déterminer. Et ils ne pourront pas ni se déplacer, ni attaquer pendant leur tour. Ils devront attendre leur prochain tour de jeu pour réaliser à nouveau un test et afin de se débloquer et de trouver le courage d'affronter le mort-vivant ou les morts-vivants présents dans le lieu. J'ai également trouvé une solution pour les points d'emport de chaque héros. Donc nous allons prendre les points de force ici. En l'occurrence, le barbare, il a 2. Et nous allons soustraire 2 de 12. Et puisque une compétence se joue avec un D12, et nous allons obtenir 10. Le barbare pourra ainsi porter 10 équipements. Le clerc, lui, pourra porter 6 équipements. L'ensorceleuse ne pourra porter que 4 équipements, ainsi que le voleur. Le voleur pourra peut-être passer en force à 7 en force, histoire qu'il puisse porter quand même 5 équipements. C'est l'apanage d'un voleur d'avoir plein de merdier sur lui. S'il ne peut pas porter ce qu'il vole, ça veut un peu rien dire. Donc à voir, je vais peut-être retoucher ce 8 ici. Voilà, donc ce sera pour chaque héros pareil. On aura la déduction de leur point de force sur 12, ce qui donnera les points possibles et les cartes d'équipement de potions qu'ils pourront porter. Pour déterminer les points de vie également, on aura 2 jets et on conservera le meilleur dès le début pour avoir plus de chances de réussite. L'exploration également, a changé quelque peu. Un héros qui va ouvrir une porte va pénétrer dans le nouveau lieu, il va piocher une carte exploration, il mettra en place le nouveau lieu. Une fois le nouveau lieu mis, il finira son déplacement obligatoirement avec ses points de déplacement restants. Ce qui va permettre de ne pas encombrer les pas de porte, enfin le moins possible du moins, parce que c'est assez gênant à jouer, tout simplement. Donc, lors d'une exploration, un héros pénétrera dans le nouveau lieu,
piochera une carte exploration, placera le nouveau lieu, et une fois ça fait, il terminera son déplacement avec ses points restants avant de tirer une carte péril d'aventure s'il y a lieu d'en tirer une. Les points de vie des monstres ont été régulés également et les points d'armure également, puisque certains étaient quand même très costauds alors que ça reste des monstres de base. Le zombie par exemple avait 9 points de vie. Alors les points de vie, je crois que ça ne bouge pas trop. Alors où est le zombie? Les amis, le zombie ne devrait plus être très loin. Voilà, il a toujours 9 points de vie, mais en armure il avait 8, il est tombé à 6. Voilà, pour un petit peu le rendre moins agressif, ça reste une créature basique avec le squelette, etc. Donc inutile de gonfler ses caractéristiques comme je l'avais fait. La momie aussi a subi un petit downgrade comme ça. Je ne sais pas où elle est, mais elle était à 10 points d'armure, elle est tombée à 7 points d'armure, voilà, ici. Elle pourra toujours lancer ses sortilèges, il n'y a pas de problème. Et donc certaines créatures de base comme ça ont été revues, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus abordable, hein, parce que il faut savoir que dans ce jeu il y aura une phase de développement de votre personnage, hein, qui peut monter jusqu'au niveau 10. Vous partez du niveau 0 et vous devez aller jusqu'au niveau 10, et il y aura du niveau 1 au niveau 6 et du niveau 7 au niveau 10, 2 phases comme ça, où l'on va devoir ressentir une certaine satisfaction d'évolution du niveau 1 au niveau 6, sentir la puissance monter en termes d'équipement, de nouvelles compétences, d'augmentation de points de vie, etc. Et du niveau 6 au niveau 10, on repartira sur quelque chose d'un petit peu plus, où les choses vont se corser, notamment au niveau des cartes péril d'aventure. Les choses se corseront un peu et on va devoir repasser par une phase de développement, alors que nos héros seront déjà développés en un sens, mais ils vont à nouveau ressentir une certaine difficulté pour une deuxième phase et obtenir une puissance supérieure pour pouvoir passer au-dessus de monstres majeurs tels que les géants à 2 têtes, les dragons, qui ne seront clairement pas accessibles au niveau 1, 2, 3, 4, voire 5. Ça, c'est évident. Les amis, ok, très bien. Une fois tout cela dit, les points également de déplacement. J'ai eu, quelqu'un m'a fait une réflexion assez intelligente sur les points de déplacement qui dépendaient des points de vie des héros. Ce n'est plus le cas. Les points sont déterminés comme ça, de base. Le barbare à 10, le clerc à 11, le alphelin à 13 et l'ensorceleuse à 8. Tous les autres héros, car il y en a 12 à jouer, ont été également modifié à ce niveau-là, ce qui fait que vous n'aurez même plus de jet de dés à lancer, on se pose plus de questions, on a des points de déplacement fixes. Et cette réflexion avait été faite effectivement par rapport à l'incohérence d'un barbare qui pouvait faire effectivement 3-4 fois le tour de la pièce avec 21, admettons, points de vie. Plus un D6, ça commençait à être craqué, alors qu'un voleur beaucoup plus agile, normalement, peut se déplacer beaucoup plus rapidement qu'un voleur qui est trapu et très musclé, qu'un barbare plutôt. Voilà. Donc ça a été rectifié également. Et je voulais vous parler des échecs critiques. Le héros qui aura réalisé un échec critique attaquera le héros le plus proche de lui et lui fera perdre automatiquement 3 points de vie
net d'impôts. On ne jettera pas le D20 en attaque et surtout on ne jettera pas le classique 1d6 plus modificateur selon l'arme équipée du héros qui attaquera et qui aura pitoyablement manqué son coup pour ne pas avoir d'hécatombe comme il s'est passé à la fin de l'épisode 2 sur le test 1 sur ma chaîne que je vous invite à aller voir si vous voulez rigoler. Mais ce combat était uburlesque puisque je crois que le clerc a tué l'aventurière que l'on avait pu trouver. Le barbare a tué le clerc, puis a tué le voleur derrière. Donc au final, ça a été fumble sur fumble, et ça a été plutôt compliqué. Donc, on perdra 3 points de vie maintenant, et point barre sur un fumble. Donc voilà, ça sera un petit peu plus calme tout ça. Très bien les amis, je vais mettre en place ma caméra. Nous allons désigner les points de vie donc de nos héros et on va pouvoir partir à l'aventure. C'est parti. Voilà, la caméra est placée. Nous avons notre retour qui est sous-jacent pour me permettre de contrôler. Nous allons donc déterminer les points de vie comme cela doit se faire après rectification. Donc on aura 2 G pour chaque héros et on conservera le meilleur des 2 G. 1 des 6 plus 16 pour le barbare ici. C'est parti. Donc il fait un premier G à 1 qui n'est pas terrible. On fait un deuxième G et cette fois-ci c'est un 6. Donc vous voyez, ça donne un petit peu plus d'oxygène. 16 et 6 qui font 22 de points de vie de départ. Le clerc qui fait 6 d'entrée, je vais le conserver. Inutile de faire plus. Donc le clerc part avec 16 points de vie. L'ensorceleuse qui fait 1 et qui fait 6 également. Eh ben, vous voyez qu'on a quand même du bol. Pour le coup, c'est quand même c'est bien. Donc elle a 15, elle a son maximum en point de vie. C'est mieux que 9. C'est mieux que 9. Le voleur, il fait 4 sur un premier jet. Et le second, il fait 6 aussi. Et il fait 6. Et ben voilà les amis, hein, je vous ai montré en toute transparence mes jets de dés. Donc il part avec 16 points de vie. Les pièces d'or, hein, comme d'habitude. Le barbare, lui, va faire un 16. Donc il aura 96 pièces d'or. Même si cela ne nous serviront pas immédiatement. Le clerc aura 95. L'ensorceleuse, elle a 20. Wow, elle fait le max, l'ensorceleuse. Donc elle a 100 pièces d'or sur elle. Et ben, ça, c'est des jets de dés. Ça commence bien. 14 pour notre ami voleur qui a 94 pièces d'or. Très bien. On va mettre la petite musique de rigueur et c'est parti. Les amis, c'est parti, nous allons pouvoir actionner le premier tour de jeu. Nous voici dans l'entrée du donjon de la crypte, les amis, et nous allons pouvoir lire le prompt de la petite quête que j'avais préparée pour plus d'immersion. Oh là là, plus d'immersion. Où est la quête que j'avais préparée? Alors, attendez, elle est quelque part par là. Ici. Très bien. Hop là. Une vieille dame âgée, habitante du village de Selwick, tombe en amers sanglots dans vos bras. Étranger, ma fille a disparu depuis qu'elle s'est mise en tête de devenir une aventurière. Je lui ai souvent dit que ce n'était pas une vie pour une femme et qu'elle ferait mieux de se trouver un mari aimant pour fonder une famille et travailler honnêtement. Mais elle n'a rien voulu entendre et cela fait une semaine pleine que je ne l'ai plus revue. Aidez-moi, la seule piste est ce dessin qu'elle a laissé dans sa chambre. Une armure de croisée, de chevalier ou je ne sais quoi. Je n'ai malheureusement aucune autre information. La vieille dame se replonge dans ses pleurs et vous comprenez que la jeune fille s'est aventurée dans les catacombes croisées non loin d'ici. La vieille femme vous promet de vous dédommager gratuitement.
Donc nous sommes ici dans le village de Selwick et nous allons partir ici dans les catacombes de Croisé. Nous allons faire bien sûr impasse, vous l'aurez compris, sur le voyage. C'est une chose que je vous montrerai après. Nous avons l'entrée des catacombes qui se trouve ici, petite illustration pour vous mettre dans l'ambiance alors que le village est un petit peu derrière les copains. Très bien, nous en sommes là, donc nous allons tirer les cartes initiatives et je vais essayer de faire attention à toutes les règles d'attaque d'opportunité, d'attaque dans le dos, les règles d'obscurité qui j'espère nous pourrons les voir pour que je puisse vous les expliquer également. Ok, donc nous avons le barbare qui va s'activer en premier, l'ensorceleuse, le clerc et le voleur. L'initiative et le ciblage n'a pas été corrigé. Il est très satisfaisant jusque-là, donc aucun problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le barbare ouvre la porte. Et va rester sur le pas de la porte. Il lui reste 4 de déplacement. Et il va générer le premier lieu avant d'y pénétrer. Voilà. Ça, c'est pour commencer. Donc nous allons jeter un des 10 pour déterminer la carte Exploration Crypte que l'on a découverte. Donc c'est la carte numéro 10. C'est parti. Et nous avons une pièce ici que je vais mettre en place avec ma table de répartition et je vous retrouve de suite les amis. Nous revoilà les amis, alors on nous demande de placer une porte, un cercueil et de piocher une carte péril d'aventure. Le barbare, il lui restait 4 de déplacement, donc il fait 1, 2, 3 et 4. Il vient se placer ici, comme ça il évite d'encombrer le pas de porte. Donc il finit son déplacement ici et nous allons placer ce fameux cercueil avec un des 20. Le cercueil. Ah, c'est lugubre les amis. Et vous aimez ça quand c'est lugubre. 17, le cercueil est ici. Il est ici. Voilà. Donc, voilà, il est placé comme ceci. On peut le mettre comme ça pour la phase, hop, pour que vous puissiez l'apprécier mieux. Mais on va dire qu'il est contre le mur. Et voilà, une grande pièce. Alors, ça devait être un noble qui a été inhumé ici. Le cercueil est pourri, mais la pièce est très grande. À moins que celle-ci ait été pillée par des voleurs et des brigands depuis des temps immémoriaux, les amis. Ok. Très bien. Donc, la porte par laquelle vous entrez émet un long et lourd grincement et vous apercevez vite un cercueil posé sur le sol de tomettes élimées par le temps. Cette crypte est très ancienne et ses murs de pierre froide sont empreints d'un silence macabre. Pour la petite histoire, voilà, nous allons piocher donc une carte péril d'aventure à présent. Tac, si je retrouve péril d'aventure, péril de crypte, un des 12 les amis. J'espère que ça va bien se passer, hein. Normalement il n'y a pas de raison et ce sera la carte numéro 6 qui est ici. Reste squelettique les amis. Rappelez-vous, nous étions déjà tombés dessus, effectivement. Les restes d'un vieux squelette couvert de poussière et de moisissures gisent au sol, puisque c'est les restes, il faut que je corrige. À votre grande surprise, le squelette se met à se mouvoir et se relève dans un craquement sinistre. Placez un squelette héros dans le lieu
Et après avoir vaincu cette créature, piochez une nouvelle carte péril d'aventure. Ok, ok, ok. Donc, un squelette héros, les amis. Un squelette héros. Voilà, il est là. Lui, ça fera l'affaire, tant pis, on va faire ainsi. Donc, on détermine toujours l'orientation, effectivement, de la créature, qui est sur la case numéro 1 et qui est orientée en 3. Elle est orientée vers l'est. Vers l'est, donc elle est sur la droite et en case numéro 1. Donc elle est là-bas. Alors normalement elle serait là, mais on ne peut pas la mettre. Hein. On ne peut pas la mettre ici. Donc elle est plus en... Je pourrais la mettre en 2 dans ce cas-là. Je pourrais la mettre en 2. Donc elle est ici. Voilà. Donc le barbare est passé à côté. Et il se retrouve dos à elle, hein, finalement. Et il a, il a continué à avancer. Il a pas vu qu'il y avait un squelette héros dans la place. Les amis, nous allons tirer des un nouveau ciblage en incluant le squelette héros. Bien sûr, les squelettes héros sont les squelettes les plus dangereux, puisqu'il y a 3 squelettes, les guerriers, les gardiens et les héros. Et les héros sont les plus dangereux, les amis. Donc voilà, je mélange devant vous, hein, sans problème, classe ici. Et on a le clerc qui va s'activer en premier. Nous avons le voleur en second, l'ensorceleuse, le barbare et le squelette héros en dernier. Voilà. Donc le hasard fait bien les choses, hein, parfois. Hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Ok. Donc notre ami Claire, trêve de plaisanterie. Nous ne sommes pas dans un lieu obscur, donc il peut se déplacer librement. Et surtout, il n'a pas de phase de test de foi à exécuter puisqu'il est immunisé. Une fois de plus. Allez, c'est parti. Le clerc qui était positionné ainsi va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, il va se tourner sur le côté et va attaquer avec un sortilège ou pas, puisque il est à côté là. Hein. Bon, je vais essayer de vous montrer hein, les sortilèges également sur cette vidéo, un peu plus précisément. Mais pour le coup là, bon, je vais pas faire semblant de lancer un sortilège alors que le clerc est à côté et qu'il ferait plus de dégâts s'il toucherait peut-être avec sa Morgenstern. Allez, un des 20, il fait 5. Je crois qu'il ne touche pas. Le karma désavantageux, les amis. Armure 11, il ne touche pas du tout. Donc voilà, il aurait mieux fait de lancer un sortilège puisqu'il aurait pu passer au-dessus des 5. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ok, le clerc s'est activé, donc c'est au voleur de s'activer. Et lui va avoir un test d'effroi, un test de foi, plus précisément, à exécuter. Le voleur a 13 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il s'arrête. Il lui reste 7, 8 de déplacement. Il fait son test de foi pour
pour savoir si... Il fait 6 ici. Hop, je pose le dé. Il devait faire 5 ici. Donc il passe et il réussit à vaincre sa peur. Donc il rentre. Il lui restait donc 5, 6, 7, 8, je crois, à effectuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7 et 8. Le voleur peut se mettre ici et face au héros squelette. Alors il ne peut pas passer dessus puisqu'il arrive par là. Enfin, il ne peut pas passer derrière puisqu'il arrive par là et que le héros squelette est conscient de sa présence dans son arc de vision ici. Donc il est obligé de se placer là, tout simplement. Ok, un des 20, c'est parti. Le voleur qui doit faire une grosse frappe quand même. Ah, 19 le voleur, pas mal. Pas mal le voleur qui passe largement au-dessus de l'armure du héros squelette et qui va réaliser ses jets de dégâts simplement avec son épée courte, un des 6 plus 2. Hop là, il est sorti. On recommence 6. Et il met la max. Il met la max, les amis. Voilà un assaut rondement mené. Alors que le héros squelette a 12. Il lui reste plus que 6 points de vie. Ça, c'est bien. Bien joué. Notre ami voleur a quand même fait le café. L'ensorceleuse. L'ensorceleuse qui n'a en déplacement que 8 points de vie, que 8 points du moins. 1, 2, 3. Elle peut rester là et elle a tout à fait l'arc de vision entre le halfling et entre le clerc pour pouvoir lancer un sortilège. Cependant, elle va réaliser elle aussi un test de foi pour savoir si voilà, elle est courageuse ou pas. 12 le maximum, donc c'est parfait. L'ensorceleuse est débloquée également. Donc ça c'est nickel. Elle va pouvoir donc lancer un sortilège. Un bon petit sortilège de boules de feu classique. Sortilège de boule de feu. Le jeteur de sort peut attaquer une cible avec une boule de feu à distance. Est-ce que je devrais plus tard déterminer la distance de la boule de feu, surtout qu'elle est niveau 1 et en extérieur? C'est possible. C'est possible. Il y aura peut-être des distances à respecter parce que sur un diorama extérieur, c'est beaucoup plus grand. Donc peut-être il y aura une limite de 6 cases ou quelque chose comme ça. Ce sortilège de niveau 0 coûte 3 points de magie et occasionne un des 6 points de vie. Mais faut-il passer par-dessus par-dessus la volonté du squelette héros? Avec un des 20, il faut passer par-dessus sa volonté. Donc on réalise un 11 ici. On passe par-dessus la volonté du héros squelette. Donc le sortilège tape notre ami le héros squelette qui va prendre un des 6 points de vie et qui prend 6 direct. La max, l'ensorceleuse tue le héros squelette. Alors ils sont en forme, on a déterminé les points de vie, tout le monde est au max, déjà, rappelez-vous, c'est un truc de fou. Ils sont très en forme. Le héros squelette est mort. Ok, il est mort. Alors attention, il faudra repiocher une carte péril d'aventure. Et donc pour symboliser le cadavre du héros squelette, on va placer quelques crânes ici. Parce que si l'on pioche une momie qui vient nous voir, elle pourra relever les morts. Hein. Donc attention.
Ok, la magicienne a perdu des points de magie puisqu'elle a lancé un sortilège. Donc de boules de feu, ça coûte 3 points de magie. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais de 10, elle passe à 7 points de magie. Voilà. Bravo! Bravo, j'ai envie de dire, un début tonitruant, les amis. Oh là 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 là, incroyable. Et nous allons donc terminer le tour basiquement, puisqu'il faut repiocher une carte péril d'aventure. Et donc voilà, on va terminer le tour, même si le barbare restait à jouer, on va terminer le tour. Le héros squelette est vaincu. C'est pas si mal. C'est très très bien même. Donc, nouvelle carte, péril d'aventure. Allez, on repioche. C'est parti. Et c'est la carte numéro 1 qui sort. Ici. Tremblement de terre, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Un violent tremblement de terre vous fait vaciller puis chuter au sol. Le héros ayant l'initiative la plus faible chute au sol et perd quelque chose. Aïe 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 aïe. Ah ouais, mais là ça le fait pas quand même. Alors le héros ayant l'initiative la plus faible, c'était le barbare, rappelez-vous. C'était le barbare. Tic, 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 tic. Tirer un des 6. Alors, on va tirer un des 6 et en sachant que les équipements de départ peuvent disparaître, effectivement. Effectivement. Donc c'est un 6. Malheureusement, notre barbare va perdre une carte équipement au pif. Alors je n'avais pas prévu ça parce que effectivement je n'avais pas prévu le coup. En termes d'équipement, il a un pagne. Il a un pagne, les amis. Faudrait pas qu'il se retrouve à poil. Il a un briquet à silex et une épée bâtarde. On va tirer une nouvelle fois un D6. Sur un 1, c'est le pagne. Le 2, c'est le briquet. Le 3, c'est l'épée. Sur un 4, c'est le pagne à nouveau. Le 5, un briquet. Et le 6, l'épée. Ah, imaginons que ça soit le briquet. Voilà. Mais si c'est le pagne... si c'est le pagne, c'est pas joli joli. Allez, 1 ou 4 pour le pagne. Ah, 5. 5, c'est le briquet qui va tomber dans la faille. Les amis, donc, si notre ami barbare trouve une torche, il ne pourra pas l'allumer. Malheureusement, il perd son briquet dans la faille. Donc, heureusement, il n'a pas perdu son pagne. Hein. Je répète, c'est quand même... C'est merveilleux. Bon, on va utiliser cette dalle pour imaginer que le barbare est tombé, voilà, il y a eu un tremblement de terre terrible et c'est lui. Et si vous regardez, sa tête est allée se fracasser sur la porte et tout. Hein. Le mec, il est mal. Ça, c'est bon, ça. Voilà, non, les pièges sont certains sont désamorçables et visibles. Ça, c'est tiré, évidemment, et inspiré d'HeroQuest V2 de Gravaillon. C'était un bon système, je l'ai conservé parce que c'est un bon système. Mais je l'ai modifié. Et il y a quelque chose d'un peu plus technique, je crois savoir, à réaliser sur les pièges comme ceci. Mais on y reviendra. Je n'ai pas évidemment... Alors, est-ce que j'ai les pièges? Est-ce que j'ai les règles des pièges? Tac, tac, tac. Pas du tout, n'est-ce pas? Si.
Je n'ai pas les règles des pièges sous la main, les amis. Malheureusement, je ne peux pas vous expliquer exactement comment ça peut se passer. Désamorcer un héros peut entreprendre de désamorcer un piège. Ceci est expliqué au chapitre concerné et je ne l'ai pas tapé. Je crois que je ne l'ai pas tapé. De toute façon, on peut désamorcer en ayant une boîte à outils. Et seulement, voilà, sur un échec, je crois que ça se déclenche. Enfin, il faut que je voie. Je ne sais pas exactement où j'ai mis tout ça, les copains. Bon, voilà. Donc on nous demande, je crois, de repiocher une nouvelle carte péril d'aventure. Donc pour le coup, on va conserver l'initiative. Parce que voilà. Allez, à nouveau, péril d'aventure. Alors vous voyez qu'il se passe plein de choses. Hein. Il peut y avoir du combat, mais pas que. Et cette fois-ci, c'est la carte numéro 10. Voilà, rencontre, les amis. Une odeur horrible et insupportable de putréfaction vous retourne l'estomac. Vous percevez plusieurs morts vivants qui se traînent lamentablement dans la semi-obscurité. Placez une goule et un des 4 zombies ici. Très bien. Donc une goule et possiblement 4 zombies vont popper dans le lieu. Ils rentrent. On peut imaginer qu'ils passent la porte. Ils ouvrent ici et viennent rencontrer les héros. Parce que possiblement, alors ça je pense que je vais le faire, mais les monstres pourront ouvrir les portes à quelques conditions. Y aura-t-il un mécanisme de fuite? Ça aussi, c'est une autre histoire, les amis, parce que parfois il sera nécessaire de fuir, hein, évidemment. Donc nous allons placer la goule. Allez, c'est parti. Alors, ça c'est pas très clair. En 10 et en 1. Donc, on sait que la goule est en 10 et elle est orientée vers le nord. Donc, elle est ici. Ici. Pile poil ici. Très bien. La goule, elle est rentrée, c'est mise là. Hein. Nickel. Un des 4 zombies, combien y en a-t-il? 2. Il y a 2 zombies à placer. Allez, on oriente tout ça, c'est parti. Case 15 et 4. Donc, elle est... le premier zombie est sur la case 15 et orienté vers l'ouest, les copains. Donc, ici... Tac, ici. Le second zombie est sur la case 1 et orienté également vers l'ouest. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que là, bon, on peut pas le mettre sur 2, on peut pas le mettre sur 3, on va le mettre sur 4 et il est ici. Voilà le placement des créatures qui viennent d'apparaître dans le lieu et nous allons évidemment faire une nouvelle initiative pour voir ce qu'il se passe. Donc on a une goule et un skull et un zombie. Hein. Alors la goule est là et le zombie il est ici. Très bien. Allez, c'est parti. Heureusement que le lieu est éclairé parce que forcément on aurait eu des fortes pénalités. Et donc voilà, ici. Très bien. J'ai fait ce que j'ai pu, l'ensorceleuse, le voleur, la goule, le barbare, le zombie et le clerc. Voilà, l'initiative au pif, très bien, on est là. Donc on est dans la même salle, tous les héros sont débloqués en termes de test de foi. Donc, il n'y a pas besoin de retirer. C'est uniquement dans un nouveau lieu qu'on va devoir refaire ce test. Mais là, pour le coup, c'est dans la continuité des choses, les amis. Donc, l'ensorceleuse qui va s'activer. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, l'ensorceleuse? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Je vous le demande...
qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle a déplacement 8. Il faut stratégiser à ce moment-là parce que voilà, il y a les attaques dans le dos, hein, n'oublions pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle peut se mettre derrière le zombie pour l'attaquer au corps à corps, éventuellement. Ou bien lancer un sortilège, encore une fois, mais de dos. Donc pourquoi pas faire aussi 1, 2, 3. Et une fois qu'elle est là, elle peut jeter une boule de feu dans le dos de ce zombie ou dans le dos de la goule et réussir une attaque dans le dos. Ici, le zombie n'est pas conscient forcément de sa présence, puisque ce sont ses cases qui comptent. Il est conscient de la présence du barbare, mais pas de ces trois. Et les deux autres sont dans l'inconscience totale. Très bien. Excellent, excellent. Ha ha. Alors, allez, un petit jet pour passer au-dessus de la volonté d'un misérable zombard, les amis. Et voyons voir ça. Voilà, la volonté d'un zombie. Et de 3, hein, c'est pas très volontaire. Hein. Donc je l'ai baissé hein, volontairement, d'ailleurs, 12. 12. Le sortilège passe. Le sortilège passe et il provoque des dégâts avec bonus plus 2, puisqu'on est de dos. Alors. Où est boule de feu? 1 des 6, plus 2, donc. Et cela coûte déjà, d'ores et déjà, 3 points de magie à l'ensorceleuse. Qui a un bâton également. Alors, on va essayer d'y revenir. 6, 5, 4. Elle tombe à 4 points de magie. Elle tire un des 6. Elle fait 3, plus 2, 5 points de dégâts sur le premier zombie. Qui, 9, tombe à 4 points de vie. Et la gougoule, elle est à combien de points de vie? On est bien les amis, on est bien, c'est le week-end, c'est cool. Où est la goule? Voilà, elle est là. Ici, elle a 9 points de vie, elle aussi. D'accord. Goule et zombies ont 9 points de vie. Pourquoi pas? Ça se tient. Après tout, pourquoi pas? Très bien. Donc, la magicienne, nous disions, a normalement un bâton qui va lui permettre... Voilà. Le bâton de sorcier vous autorise à attaquer en diagonale, déjà d'une. Après avoir lancé un sortilège, réalisez un test de bonne fortune. Sur une réussite, vous récupérez 2 points de magie. Le bâton de sorcier occasionne la perte de 1 des 4 plus 1. Et il vaut 1200 pièces d'or. Je vous disais que les équipements valent très cher. C'est un premier jet. Est-ce que je vais conserver ces tarifs ou pas? Je pense dans un premier temps que oui. Ça va profiter un petit peu à la difficulté de l'évolution des héros, qui est très important. Alors, bonne fortune, il faut qu'elle fasse 5, plus de 5 avec un des 12. Elle fait 2, donc elle n'est pas très chanceuse et ne récupérera pas ses 2 points de magie. Le tour de l'ensorceleuse est d'ores et déjà terminé. Le voleur s'active. Le voleur s'active. Donc lui... Lui... 1, 2, 3, 4. Il préfère aller essayer de toucher la goule. Non, le voleur ne s'active pas. Il tire son jet de foi. Non, c'était fait, ils étaient tous débloqués. Très bien, donc il s'active. Ok.
Vous voyez qu'il faut y aller doucement. Alors, jet de combat. Il fait 19 le voleur, donc très très beau résultat. Hein. Il passe vraiment. Il fait un jet très très joli et passe à côté de la réussite critique. 1d6 plus 2, 2 dégâts. Plus 2, donc 1d6 plus 4 en réalité, puisqu'on est de dos. 4, 5, 6, 7 points de vie infligés à la goule. Il lui reste plus que 2 points de vie. Très bien, mais ça se passe plutôt bien. Et c'est à la goule d'ailleurs de s'activer. C'est à la goule de s'activer. Pourquoi n'ai-je plus des cartes? Pourquoi n'ai-je plus la carte goule à disposition? Voilà, ici. Ah oui, je suis allé chercher le bâton, c'est vrai. La gougoule, elle a 7 de déplacement. Donc, elle veut le clair. 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut venir sur les restes du héros squelette. C'est pas un problème. Elle se place là. Devant le clair. Et elle va subir une attaque d'opportunité puisqu'elle est partie. Elle s'est désengagée du combat face au voleur et est partie vers le clair. En sachant que si vous jouez avec un maître du jeu, le maître du jeu aura le droit de stratégiser comme il l'entend avec ses pièces maîtresses, les monstres. Mais si vous jouez seul sans maître du jeu, les monstres sont dans l'obligation, s'ils le peuvent, de rejoindre les héros qu'ils ciblent. En l'occurrence, la goule est dans l'obligation d'aller voir le clair si elle peut l'atteindre. Donc là, elle se désengage et reçoit une attaque d'opportunité de la part du voleur qui tire un 15 et qui passe par-dessus son armure. Et du moment où elle s'est déplacée ainsi, elle n'est plus de dos. Donc il n'y aura plus de bonus, faut pas déconner non plus. Alors. Épée courte, 1d6 plus 2. Il fait 3 le voleur, donc il fait 5. Et tue la goule, puisqu'il ne lui restait que 2 points de vie. La goule, elle a essayé de partir, et bien elle est morte. Voilà. Ça, c'est fait. La goule sort de l'initiative. Elle n'est plus de ce monde. Ce qui est fantastique. En parlant des réussites critiques des monstres, en tout cas, je vais rajouter à chacun une caractéristique s'ils réalisent 18+ sur leur jet de combat avec un D20. Ce qui illustrera leur réussite critique. Si tel est le cas, ils provoqueront des maladies, des empoisonnements, plein de choses. Voilà. Et ça, ce sera certainement pour chacune des créatures, même les plus basiques, de manière à ce qu'elles aient des réussites critiques. En ce qui concerne leur échec, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est à réfléchir. Petite réflexion à moi-même. Note à soi-même, réfléchir sur les échecs critiques des monstres. Le barbare. Le barbare, lui, il est content. Il est content, il va pouvoir se saucer, le barbare. Mais, heureusement, c'est son briquet à silex qui est tombé dans la faille, encore une fois. Ah, ça devait être rigolo quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient contre le zombie ici. Il ne peut pas provoquer d'attaque dans le dos, puisque le zombie était conscient ici de sa présence, et que lui a déjà le voleur dans le dos, donc il n'est pas conscient. Très bien. Allez, barbare, vends-nous du rêve avec une petite réussite critique. Et il ne fait que 5. 5, et je crois qu'il ne passe pas l'armure du zombie. Il me semble qu'il ne passe pas l'armure du zombie.
qui est à 6. Donc il ne passe pas l'armure du zombie. Effectivement. Le barbare, lui, bien, écoutez, il a terminé son tour. C'est au tour des zombies de s'activer. Ils veulent tous les deux le clair. Donc, ce qui est un petit peu embarrassant avec cette règle d'attaque d'opportunité, c'est que la plupart du temps, lorsqu'un monstre veut un héros, il doit se déplacer et pratiquement constamment, il provoque... Donc, ce que l'on pourrait faire pour modifier un petit peu ça, parce qu'à chaque fois, lui, il va se déplacer, attaque d'opportunité, lui, attaque d'opportunité. Ça se tient pas vraiment. En vrai, c'est trop facile. Donc, le monstre pris dans un combat reste dans le combat. S'il n'est pas pris dans le combat et qu'il veut cibler par contre le clair, en se déplaçant, là par exemple, s'il n'y avait pas le barbare, il aurait été obligé de passer devant la sorceleuse, et dans ce cas, il prendra l'attaque d'initiative. Mais il ne peut pas constamment, vas-y, je dois aller voir le clair, bam bam, il passe devant le barbare, devant elle, c'est pas possible. Attaque d'opportunité, c'est compliqué quand même. Va falloir que j'y réfléchisse parce que là, il prend 2 attaques d'opportunité dans la gueule, direct. En plus, il a quoi en déplacement 6 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, déjà, il peut pas l'atteindre. Mais le fait de faire ça, boum, il prend une première, boum, deuxième avec l'ensorceleuse, puisqu'il essaie de passer devant, ça va pas. Donc, il reste sur le barbare. Pour le coup, le barbare a l'initiative, la deuxième initiative la plus mauvaise des héros. Donc il reste sur le barbare. Ça reste un problème, hein, les attaques d'opportunité. Parce que là, ils prennent très cher les monstres quand même. Nous, on peut décider en tant que héros où on va, on stratégise. Les héros, si automatiquement on leur dit vous passez là, pam 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 pam, ça se passe pas comme ça. Donc un maître du jeu aurait décidé de rester devant le barbare à la rigueur. Ok, on va faire comme ça. Je vais affiner la question les amis. Le zombie attaque le barbare et il fait 5. Donc il ne passe pas son armure puisque le barbare a 6 je crois. Il a un pagne. Oh là là, c'est la meilleure protection le pagne. Armure 7, ouais, donc ça ne passe pas. Le deuxième zombie va se retourner et simplement... Voilà, il se retourne de 2 points de déplacement et va tenter de toucher le voleur. Le voleur. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je réfléchissais, hop. Il fait un 12, donc il parvient à passer l'armure du voleur, hein, qui n'est qu'à 8. Très bien. Le zombie va effectuer ses jets de dommages avec un D6. Il fait 3. A noter qu'il n'est pas dans le dos du voleur et que le voleur a parfaitement conscience de sa présence. Donc, le voleur, lui, il tombe à 13 points de vie. Première touche sur les héros. Excellent. Le clair, il va se retourner ainsi et va jeter un sortilège sur le des morts-vivants. En l'occurrence, sortilège de... Halo de lumière. Halo de lumière pour 4 points de magie. Le clair incante un halo de lumière qui vient s'abattre du ciel sur une créature de type morte vivante. Cette attaque inflige la perte de 1 des 6 points de vie.
Très bien. Donc, de toute façon, premièrement, il perd 4 points de magie. Il tombe à 6. Et va tenter de passer au-dessus de la volonté du zombie. Il fait un beau 15, comme on peut le voir et le constater. Ici, on voit mal, mais c'est un 15. Un 15 à l'envers, mais c'est un 15 quand même. Voilà, un des 6. Et il fait 2 de dégâts, simplement, sur le zombie. C'est pas mal, c'est mieux que rien. J'ai envie de vous dire, surtout que ce zombie était déjà atteint et qu'il avait 4 points de vie. Donc il tombe à 2. Très bien. Initiative, tour de jeu terminé. On retire les cartes initiative. J'espère que ça vous plaît, les amis. Moi, ça me trigger pas mal. Ça me trigger pas mal. Le voleur, le clerc, le zombie, le barbare et l'ensorceleuse. Je trouve que ce système marche plutôt bien. Il est plutôt rafraîchissant avec ce système de péril d'aventure où il se passe des choses diverses et variées. Et c'est excellent. Très bien. Le voleur, donc. Eh bien lui, il se met simplement face au zombie et va l'attaquer. Aucun problème. Il fait 18, le voleur est en forme. 19, ah non, 18. Le voleur est très très en forme. C'est terrible. Il fait 4 de dommages et il tue le zombie. Ok. Alors ça c'est fait. Très bien. Nous n'avons pas, je crois, savoir d'autres cartes péril d'aventure à piocher derrière. Donc c'est bon, on peut enlever les restes du zombie. C'est parfait. Jusque là, tout va bien. Tout va bien. Le clerc. J'aime pas l'appeler le clerc. Je préfère l'appeler le clerc, tu vois. Parce que le clerc, bon, ça me fait penser à Édouard Leclerc. Ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, c'est con, mais voilà. On aurait pu l'appeler le prêtre aussi. Alors peut-être je changerai. Je mettrai le prêtre. Le clerc, ça m'énerve en fait. Je sais pas pourquoi, c'est con, hein. C'est complètement con. Très bien. Allez, le clerc qui peut essayer de se faufiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se met dans le dos. Ah, c'est un petit peu étroit, mais normalement il est dirigé comme ceci, mais ça ne rentre pas vraiment. Mais voilà, il se met dans le dos du zombie qui n'a pas eu conscience de son approche. Et il va l'attaquer dans le dos avec un des 20. C'est parti. 10, il passe. Il passe l'armure du zombard. Normalement, voilà, pas de problème. Et donc, il réalise ses jets de combat avec bonus d'attaque dans le dos. Donc, 1 des 6 plus 3 plus 2, donc 1 des 6 plus 5. Allez. 3 plus 5. 5, 6, 7, 8. Ouh, le deuxième zombie tombe à 1 point de vie, direct. Et c'est à lui de s'activer. Il veut la sorcière. Donc là, encore une fois, il ne va pas se désengager du combat puisqu'il prendrait 2 attaques d'opportunité. Ce qui ne tient pas la route, en fait. Donc il est pris sur le barbare, il continue sur le barbare. Allez. 11, il passe par-dessus l'armure du barbare et va générer ses dégâts avec 1 des 6. Ouais, voilà, l'armure du barbare, ce n'est que la peau de bête qu'il porte sur les couilles. Oh, et ici, 1 des 6, 4 points tout de même de dommages sur le barbare, qui tombe à 18. Très bien. Eh bien, c'est au barbare de jouer. Je crois que ça va pas rigoler. Il est énervé, le barbare. 6. Et non, il loupe complètement son coup.
le barbare qui devait passer au-dessus de 6 et qui ne fait rien du tout. Le tour du barbare est fini, mais... Non, il ne fait pas de déplacement, sinon il se désengagerait. L'ensorceleuse. L'ensorceleuse se tourne pour 1 point. L'ensorceleuse, à qui il ne reste plus que 4 points de magie. Donc elle va aller attaquer au contact pour économiser un petit peu. En sachant que un sortilège de soin pour là lui coûterait 4 points de magie. Donc c'est important de garder ça. Notre amie sorcière va attaquer avec son bâton uniquement. On va pas faire grand dégâts, mais le zombie, il est à 1 point de vie, donc elle peut le finir, hein, elle peut le finir potentiellement. C'est parti. 1 des 20, elle fait 6, elle ne parvient pas à le toucher. Elle ne parvient pas à le toucher. Fin du tour. Fin du tour, c'est parti, hein, c'est reparti. Et ça dure, hein, ça dure, hein, comme ça, hein, c'est très très bien. C'est excellent, excellent. Nouveau tour, les amis. J'essaie de regarder autre part. Voilà. Allez, nous avons le clerc, le zombie, le voleur, le barbare et l'ensorceleuse. Ok. Le clerc, eh ben, il est toujours de dos, le clerc. Hein, donc, allez, il frappe comme un sourd. C'est parti, il fait 16. Il touche et va provoquer immédiatement la mort du zombie, puisque il a déjà d'ores et déjà un bonus de plus 2 d'attaque dans le dos. Et avec sa Morgenstern, il fait 1d6 1d6 plus 3. Hein, donc c'est bon, le zombie est mort. Voilà, les héros sont enfin parvenus à venir à bout de ces saloperies. Le clerc a joué, le zombie disparaît dans les ténèbres et c'est au voleur de jouer. Le voleur va entreprendre une fouille classique, étant donné qu'il y avait des monstres dans la pièce. On peut fouiller la pièce, même en l'absence de mobilier, on peut fouiller. Voilà, c'est le loot, car il y a eu combat. Alors... Butin. Butin, butin. Hop, ici. Et c'est un 11. C'est un 11. Potion de résistance magique. Vous permet d'ignorer les effets d'un sortilège. D'un seul sortilège. Donc c'est une belle trouvaille. C'est une belle trouvaille. On la note sur notre feuille d'aventure, qui n'est pas encore prête. D'ailleurs, que je dois... réaliser de résistance magique donc voilà, on est bien, c'est un beau loot, très bien. Le voleur a joué, le barbare s'active et le barbare va se retourner pour 1, 2, 3, fouiller le cercueil qu'il y a juste derrière lui. Allez, qu'est-ce que l'on va trouver dans le cercueil ou aux alentours, hein, c'est-à-dire que on peut très bien trouver quelque chose à côté du cercueil, c'est pas un vrai problème. Hein. 10. Bourse de cuir. Un villageois apeuré s'enfuit en vous voyant. Mais dans sa précipitation, il laisse tomber sa bourse remplie d'or. Il disparaît rapidement dans l'obscurité et vous entendez un cri d'effroi. Cette bourse ne lui servira plus, désormais empochée 75 pièces d'or. D'accord, donc on vient de croiser un villageois qui vraisemblablement est passé en courant comme un con ici et a perdu sa bourse. Et le barbare donc va empocher 75 pièces d'or. Ce qui est plutôt sympathique, on commence à faire un petit peu d'épargne. Les amis, très bien, excellent.
Ha ha. La l'ensorceleuse, l'ensorceleuse, l'ensorceleuse qui va se déplacer tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et qui va rester là. Voilà, tour de jeu terminé. On retire les initiatives, les amis. Voyez, vous avez eu une pièce où il s'est passé pas mal de choses. C'est très très bien. On est bien. Le clerc, le barbare, le voleur et l'ensorceleuse. Allez, le clerc. Donc le clerc, le prêtre ou le clerc. Haha. Déplacement 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ah ah, il y avait un petit piège. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il ne peut rester que comme ça, le clerc. D'accord, très bien. Soit le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il pénètre, le barbare. Il lui reste un point de déplacement. Donc, allez, c'est parti. Nous allons reculer un petit peu la scène pour mettre en place le nouveau lieu qui sera déterminé, bien entendu, au hasard. Exploration crypte. Allez, il est où le D10? Où est le D10? Il est où? Je crois que c'est... Je crois que... Mais... Ah, mais il est derrière. Je sais pas ce qu'il fout là. Alors, on va jeter là. 9. 9, les amis. Ok. Pièce obscure. C'est très intéressant. Ça va nous permettre d'aborder les règles de l'obscurité. Allez, restez avec moi. Je mets en place le tout et j'arrive. Ok. La place est nette, les amis, et le barbare, tac, va finir son déplacement ici, avant de piocher la carte péril d'aventure qui est demandée. Tac, 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 nous avons un... C'est un 9 ou un... Ouais, c'est un 9. Est-ce que nous avions déjà... Ah non. Voilà. Donc, pièce dans l'obscurité. Alors, attention. Attention. Il faut que j'y fasse attention. Pièce dans l'obscurité. Donc, deux rats qui étaient en train de ronger les os éparpillés d'un vieux squelette sur le sol d'étale en disparaissent dans un petit trou au pied de l'une des deux portes. Évidemment, pour plus d'immersion, je pourrais mettre une porte avec un petit trou pour que ça se tienne. Évidemment, pas de problème. En bois, dans l'un des petits trous au pied de l'une des deux portes en bois vermoulu. Vous entendez le son inquiétant d'un courant d'air qui s'engouffre par cette ouverture. Donc, la carte péril d'aventure, vous apercevez ce qui semble être une personne encapuchonnée qui joue au dé accroupie sur le sol. Mais lorsqu'elle relève la tête, vous reculez brusquement. Une goule vous dévisage avec ses yeux vitreux et de la bave coule le long de ses dents pourries alors que d'autres approchent. Oh là là, placez deux goules dans le lieu. Très bien. Nous allons donc faire ça. 12 et 2. Les goules vont être placées relativement rapidement.
12 et 2. Donc, on a une goule qui est orientée vers le sud et qui est sur la case numéro 2. Ici. Ici. Très bien. Donc, elle est d'ores et déjà consciente de notre présence. 15 et 3. 15 et 3. La deuxième goule qui... ici est placée à l'est et elle est ici. Très bien. Donc elle, par contre, n'a pas conscience de notre vue. Excellent. Excellent. Nous allons rajouter les goules au deck et retirer donc une initiative. Comme à notre habitude. Attention, pièce dans l'obscurité. Nous allons enfin pouvoir aborder l'obscurité, les amis. Vous allez voir que, déjà, pour commencer, seule l'ensorceleuse, seuls les elfes et les nains voient dans le noir. Donc l'ensorceleuse, on va la mélanger séparément avec la goule. Et on va faire un deuxième deck de héros que l'on va mélanger comme ça, ici, pour avoir... La deuxième partie de l'initiative. La première partie de l'initiative, hop, on la mélange, et on obtient ensorceleuse, goule. Et la troisième partie, deuxième partie, on obtient barbare, voleur et clerc. Alors, pourquoi j'ai fait ça, les amis? Pour la bonne et simple raison que dans l'obscurité, il y a des pénalités. Voilà, ici. Vous avez donc là, pour l'exemple, un nain et un elfe qui ont été mélangés avec les monstres séparément des autres héros et compagnons qui ne voient pas dans le noir. Le premier groupe a été placé devant le second groupe qui ne voit pas dans le noir, tout simplement. Voilà, donc la détermination... Donc les héros qui ne voient pas dans le noir ont l'initiative généralement la plus nulle. Là en l'occurrence sur notre exemple le barbare, voilà, il est complètement dernier. Sur le jeu, sur notre table actuellement, c'est le clerc, le voleur et le barbare qui vont s'activer après la goule. Les monstres voient tous dans le noir. Un déplacement coûte 3 points, une case coûte 3 points de déplacement. Une orientation coûte 3 points de déplacement. Et sur un jet de combat, avec un des 20, les héros qui ne voient pas dans le noir ont un malus de -3 sur leur jet de combat. Ce qui veut dire que ça va être très difficile de réussir une réussite critique. Un natural 20. C'est très peu probable. D'ailleurs, ça ne se fera pas du tout. On verra peut-être plus tard avec l'évolution des héros et leur niveau, pourquoi pas, mais là, pour le coup, non. Voilà. Pour les règles de l'obscurité. Les amis. Donc, c'est l'ensorceleuse qui va donc s'activer en première. Ici. Et qui va devoir faire un G 2 fois 1, 2, 2, 2, 2, 3, et ici, elle fait un jet de fois. Alors, 1 des 12, elle fait 5. En vrai, donc elle a 3, elle réussit son jet de foi, mais là elle a fait 1. Elle était où? Elle était là. 1, 2, 3, 4, 5 de déplacement. Et 6, 7, 8 pour se mettre face à la goule sur laquelle elle va lancer
obligatoirement un sortilège pour le coup, puisque elle ne va plus avoir malheureusement de points de magie. Donc elle a plus que 4 points de magie, elle, hein, déjà. C'est niveau 0, hein, c'est normal. Hein. C'est normal. Bon. J'ai envie de dire, pour le coup, elle ne va pas attaquer. Non, elle voit dans le noir. Alors non, c'est pas ça, elle voit dans le noir. Donc elle a 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, ouais. Elle peut se mettre devant cette goule et tenter de l'attaquer de face avec son bâton. Parce qu'elle voit dans le noir, elle est nyctalope, donc elle n'a pas de malus de déplacement. Ok, très bien. G2D, c'est parti. 13, elle passe par-dessus l'armure de la goule. C'est parfait. Par contre, effectivement, ça va pas être des dégâts somptueux, puisque bon, avec un bâton, c'est pas non plus fantastique. Hein. On va pas se le cacher. Ok. Donc elle fait un D4, je crois. C'est ridicule avec un bâton. C'est un D4 plus 1. Allez, elle frappe. Elle fait 3 quand même. Hein. Donc on fait 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein, j'ai envie de dire... la goule qui est à 9 tombe à 8, 7, 6 points de vie. Elle prend un grand coup de bâton sur le crâne. Et elle continue à baver par terre. C'est immonde. L'ensorceleuse a joué. Les goules vont s'activer. Elles veulent le clair. Elles ont... de déplacement. Bon, elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Elle pourra pas. Donc, elles veulent le voleur. Elles ne pourront pas non plus. Le barbare. Ah, pour celle-ci, elle va aller chercher le barbare. Et l'autre va rester sur l'ensorceleuse puisqu'elle est engagée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, pile poil. Ok, allez, c'est parti. Et elle réalise... Eh ben voilà, elle réalise un échec critique, la goule. Donc je ne sais pas... là, pour le coup, je n'ai pas les règles. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça occasionne certainement une attaque gratuite du héros derrière, en fin de compte. Hein. Et oui, malheureusement pour elle, voilà, c'est comme ça. Donc, attaque gratuite du barbare. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, 6, non, 9, 9, 9, 9. Et non, le barbare, en plus, lui, il doit tirer son jet de foi. Alors, est-ce qu'il est courageux, le barbare? Oui, je pense qu'il surpasse sa peur. Ouais, ok. Donc... Ici, il surpasse sa peur, donc il attaque. Allez, on recommence. Ça me donne l'occasion de tricher, évidemment. 13 moins 3, 10. Puisqu'il y a pénalité d'obscurité. La goule a 6 en armure, donc ça passe. Ça passe. Impeccable. Et le barbare, lui, qui frappe quand même assez fort avec un D8, je crois. 1 D8 plus 4, effectivement. Il fait 6, 7, 8, 9, 10. 2 dégâts. La goule est morte. On est d'accord. La goule est morte. Celle-ci, ouais, c'est foutu. Donc ça reste jouable, malgré la pénalité sur le jet de combat. Ça reste jouable, c'est plutôt intéressant.
La seconde goule va s'en prendre à l'ensorceleuse. Allez. 8. 8, 8, 8. Et ça passe. Hein. Ça passe très clairement, je crois. Hein. L'ensorceleuse qui n'a rien en armure. Elle est en robe, elle. Hein. Donc, mais elle a une cape. Elle a 4 en armure, donc ça passe. Mais elle a une cape. Elle a une cape. Ce qui veut dire que... Voilà, cette cape peut être portée en plus d'une armure pour le corps. Elle permet de relancer les jets de dommages du monstre qui vous attaque, qui vous a touché. Le second résultat doit être accepté. De plus, elle vous octroie également un bonus de dextérité plus 2. Donc les dégâts de la gougoule, c'est 1 des 8 hein, quand même. 1 des 8, 1 des 8, 1 des 8. Elle fait 3. Je vais l'accepter parce que c'est là, c'est en dessous de la moitié de 8. Si je relance, ça va être pittoresque. Donc là, l'ensorceleuse tombe à 12 points de vie. Et fort heureusement, la goule n'avait pas fait 18, hein, sinon j'aurais risqué d'être sous la maladie en plus de ça. Hein. Donc voilà. Le barbare, qui a réussi son test de foi avec brio, va tout simplement aller sur la goule. Elle est consciente de sa présence, hein, puisque son arc est comme ça, donc il ne pourra pas aller dans le dos. 1, 2, 3, 4, il se rend ici. Allez barbare, fais-nous le spectacle. 19, réussite critique sur la goule qui meurt de suite. Voilà, merci barbare. Merci, on apprécie de passer des petites soirées avec toi. Hein. Le barbare, il a tout cassé. Très bien. Fort bien, fort bien. Ah oui, d'accord. Très bien. Le barbare a tout pété. C'est au tour du voleur. Là, le barbare, en tuant la goule, peut terminer son déplacement. Imaginons, il veut aller chercher une porte secrète. Ah non, 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 mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Et non, il ne peut pas réaliser... pas du tout, 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 pas du tout. Il était comment, le barbare? 1, 2, 3, 4. Déjà, pour commencer, il ne peut pas réaliser d'attaque critique, puisque il est dans l'obscurité. La goule a 9. Non. Elle a 6. Elle avait pris un coup de bâton. Non, non, là, je me suis emporté complètement. N'importe quoi, une fois de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il ne peut même pas atteindre sa cible, le barbare. En vrai. En vrai, le barbare ne peut pas atteindre sa cible. Puisqu'il est dans l'obscurité, il ne peut même pas attaquer. Donc il se met à côté de la goule, mais ne peut rien faire. Voilà. Donc la goule est toujours là. Hein. Je ne sais pas exactement comment il était orienté, est-ce que c'était comme ça ou comme ça. Mais bon, il ne peut que se mettre comme ça, il n'est pas orienté vers la goule, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Voilà. Désolé pour cette erreur, les amis. Ah, j'étais pressé qu'il fasse une réussite critique, ça a été le cas, mais sauf que ça ne passe pas. On est dans l'obscurité. 13 points de déplacement pour le voleur. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le voleur qui ne peut rien faire de plus non plus puisqu'il ne voit pas dans le noir. Le clerc. 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qui peut lancer un 7, 8, 9, pas du tout.
Alors je me pose une question, puisque la portée de son sortilège tombe du ciel en fait, et ne part pas comme ça. Donc là il est obstrué clairement par l'ensorceleuse, sauf que son sortilège de... Ça va être plus technique que ça en a l'air, les sortilèges, je pense. Parce que halo de lumière tombe du ciel. Allez, c'est parti. Halo de lumière tombe du ciel, donc il n'est pas obstrué par la sorcière. Ok. Il fait 5, 4, 3, 2. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Au-dessus de la volonté de 4 de la goule, parce qu'il est dans le noir. Allez, nouveau tour, les amis. Et voilà les difficultés de l'obscurité. Et voilà, vous avez vu les difficultés de l'obscurité. Je me suis emporté sur une jolie réussite critique du barbare qui en réalité n'existait pas du tout, quoi. Voilà. Voilà, ben, le barbare va jouer en premier, suivi de l'ensorceleuse, du clerc, de la goule et du voleur. La goule, je pense que... Pour le coup, là... Allez, barbare. Donc il réalise un déplacement... il tourne, il pivote pour 3 points de déplacement. Et il fait 18 le barbare. Donc là il fait 17, 16, 15. Il passe par-dessus l'armure de la goule et tire ses jets de dégâts avec un D8. Il fait 2 plus... Il fait pas grand chose. On peut l'excuser, c'est dans le noir. C'est dans le noir. Ah, voilà. Ici. 4, 5, 6 de dégâts. Et il tue quand même la goule. Il tue quand même la goule puisqu'elle ne lui restait que 6 points de vie. Elle avait pris déjà un coup de bâton sur le crâne, rappelez-vous. Donc la goule est morte. Très bien. Formidable. Ok. D'accord, donc nous sommes dans cette pièce, il n'y a pas de mobilier, mais on peut chercher un trésor avec l'ensorceleuse, puisque nous avons vaincu une goule. Alors, butin. C'est un 6. Les meilleurs moments, n'est-ce pas? Parchemin magique. Un vieux parchemin retient toute votre attention, car il contient un sortilège unique d'enchantement. Pour une action, vous pouvez enchanter une arme de votre choix pour la durée d'un combat. Votre arme obtient un bonus de plus 5 en dommages et peut toucher les créatures intangibles. Ce sortilège n'est utilisable qu'une seule fois. Pour la durée d'un combat, les amis. C'est une très belle trouvaille. Pour être tout à fait transparent, j'ai fait exprès de la mettre dans le deck de 12 cartes parce que je sais ce qui attend nos héros à la fin. Mais voilà, c'était une partie test. Donc veuillez m'en excuser. Donc parchemin magique. Et c'est quand même bien qu'on soit tombé dessus. C'était pas dit hein, non plus. Faut pas... d'enchantement. Donc à tout moment, l'ensorceleuse pourra, avec un coup de magie... Alors attention, ça pompe 5 de magie. Donc si elle n'a pas les points requis, elle ne pourra rien faire. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les points de magie. Le clerc est à 6, le voleur est à 5... À la rigueur, le voleur pourrait prendre ce parchemin, le garder dans son havre-sac. Et voilà. Et voilà. Donc, l'ensorceleuse ayant fouillé va faire 1, 2 et 3. Encore une fois, elle n'est pas touchée par l'obscurité. Et va donner
gratuitement le parchemin au voleur. Voilà, qui va l'équiper. Mieux vaut que ce soit lui qui l'ait. Il pourra enchanter peut-être l'arme du barbare, éventuellement, pour faire des dégâts maximales. Voilà, et donc elle refile le parchemin au voleur, qui est un bien bon gardien, hein, puisque lui, les objets, avant de lui soustraire quelque chose, il va falloir s'accrocher. Voilà, très bien. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, les amis. Je vous laisse vous délecter de quelques-unes des illustrations qui viendront dans les différents livrets. Et n'hésitez pas, une fois de plus, hein, si ça vous plaît, à me laisser des commentaires, des j'aime, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et, et le mec il quémande. Et puis on se retrouve vite pour la suite de ce test numéro 2 qui semble quand même se passer beaucoup mieux. Il suffirait de revoir un petit peu peut-être les attaques d'opportunité des monstres et de clarifier effectivement les échecs critiques également des monstres qui ont besoin d'être mis en place également. Voilà, des bisous, à la prochaine, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite.